Salut tout le monde et bienvenue pour le Hardcore Flashback de février. Aujourd'hui, on se retrouve avec WrestleMania 25. Voici la jaquette du show. Donc l'arrière, l'avant-l'arrière, pardon. Quelques images du show. Voilà, c'est vraiment du classique comme vous le voyez. Il n'y a rien d'extraordinaire. Il y a deux DVD. Donc un retraçant quasiment tous les matchs du show. Le deuxième avec le main event et quelques bonus, et puis le troisième, je sais pas si j'ai dit qu'il y en avait deux ou trois, mais le troisième est consacré au Hall of Fame, donc j'ai bien sûr regardé uniquement les matchs parce que le reste ne m'intéresse pas. Sachez que le show a eu lieu le 5 avril 2009 et il a eu lieu au Reliant Stadium à Houston au Texas. Voilà, donc je risque de regarder plusieurs fois ça pour vous annoncer quels ont été les participants de certains matchs, et puis je vais regarder juste à côté, pas tout à fait la caméra parce qu'il y a mes notes. On commence tout de suite avec le Money in the Bank ladder match et les participants étaient CM Punk, Kofi Kingston, MVP, Shelton Benjamin, Kane, Mark Henry, Finlay et Christian. Voilà, à noter que je crois que Shelton Benjamin et Finlay ont participé à tous les Money in the Bank à partir de WrestleMania 25 et les précédents. Donc c'est une chose quand même à noter, c'est qu'ils ont de l'expérience dans ce type de match là. Et ça s'est ressenti quand même parce que, enfin, surtout pour Shelton Benjamin qui s'est bien démarqué avec Kofi Kingston, je trouve, de par leur prouesse athlétique. Donc Shelton Benjamin s'est démarqué avec son saut du haut de l'échelle gigantesque, ou alors avec les structures qui ont été faites avec les échelles pour arriver jusqu'à la mallette. Kofi Kingston s'est aussi démarqué par ses prouesses athlétiques aussi. Par exemple en s'aidant de Mark Henry et de l'échelle pour pouvoir accéder jusqu'à la mallette qu'il a presque décroché justement à ce moment-là. Et puis Finlay s'est démarqué, je trouve vraiment c'était les trois qui se sont démarqués du match par sa brutalité. Donc je le répète, comme pour mon ancien hardcore flashback pour Cyber Sunday 2007, je regrette de ne pas avoir apprécié les qualités catchesques, si on veut bien, de Finlay avant, parce que ce mec est d'un talent, je trouve, c'est fou. C'est ma 8e année que je regarde le catch et au tout début je supportais pas et on voit que ça évolue vraiment. Ma façon de voir le catch n'est plus du tout la même qu'il y a 7 ou 8 ans. Finlay en est la preuve, j'adore ce catcheur et maintenant je ne peux plus apprécier vu qu'il n'en fait plus. Donc c'est vraiment dommage. Donc trois autres ont brillé par leur absence, c'est-à-dire CM Punk, MVP et Christian que j'ai trouvé totalement absent. CM Punk, c'est une réelle déception de le voir aussi transparent étant donné que c'est le vainqueur du match et aussi le vainqueur du dernier Money in the Bank ladder match en 2008, donc à WrestleMania 24. Il marque le coup en gagnant pour la deuxième fois de suite, donc c'est un record, mais je trouve qu'il a été pas mal absent dans le match, qu'il n'a pas fait grand-chose, hormis, je crois, ramasser le kill switch de Christian du haut de l'échelle, quand il y avait la structure entre les cordes et l'échelle principale qui était posée au centre du ring. Prise qui n'a même pas été faite sur l'échelle, mais carrément en dehors sur le ring, donc une petite chute. Ça m'a pas plu, donc j'ai trouvé vraiment ces lutteurs étaient totalement transparents à mes yeux. Et puis les deux derniers, Kane et Mark Henry, que dire de ces deux? Alors Kane c'est moins flagrant, mais je trouve que ce n'est pas adapté. La stipulation et ce type de match-là n'est pas du tout adapté pour ces lutteurs. Et pourtant, je me souviens très clairement que j'avais dit une fois que Kane, pourquoi pas le voir dans ce genre de match? Alors effectivement, ça change de voir des gros gabarits. On peut s'imaginer faire un chokeslam par exemple du haut de l'échelle. Ça a de l'impact parce que le mec il va quand même mettre beaucoup d'impact, beaucoup de force dans sa prise étant donné que c'est un gros gabarit. C'est vrai. Par contre, Mark Henry, je trouve qu'il est beaucoup trop lent. Il y a eu beaucoup de cassures de rythme. Défaut principal, je trouve, du match à cause de ces deux-là. Pour Kane, je l'ai dit un petit peu moins. Donc voilà, ça m'a un petit peu frustré. Sinon, les autres bons côtés, le public était totalement dedans. Le finish est classique, mais il est quand même bon. J'ai mis que c'était un très bon match tout de même. Il y a juste encore un petit botch qui a été pénalisé, qui a pénalisé la note de ce match-là. C'est le botch de la powerbomb du haut de l'échelle de Shelton Benjamin sur MVP qui sont totalement foirés. Manque de force, manque d'élan, je sais pas, mais c'était dommage. C'est un peu gâché, je trouve, l'ensemble du match qui était très bon. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai mis 8 sur 10. Vous n'avez plus maintenant les notes de match sur ma droite. C'est normal. Par contre, vous pouvez retrouver tous les détails de mes notes dans la description de la vidéo. Le deuxième match était la Divas Battle Royale match pour déterminer qui serait Miss WrestleMania. Donc il y a eu 25 divas, je les ai pas toutes en tête, vous pensez bien que c'est un peu dur. Entre autres, il y avait les divas actuelles de 2009, donc Melina, Tori Wilson, Candice Michelle n'y était même pas et c'est une réelle déception parce que je l'aimais bien. Il y avait Maryse, il y avait Maria, il y avait Kelly, enfin j'en passe, il y en avait vraiment beaucoup. Et au niveau des invités, il y avait Victoria, il y avait Trish Stratus, je suis même plus sûr. Il y avait Mae Young à l'extérieur du ring.
Il y avait Sunny, donc à noter qu'à ce moment-là, elle n'était pas encore la prostituée qu'elle est aujourd'hui. Et j'ai mis, bon, Maryse qui tombe comme une merde dans son élimination, c'est une réelle déception. On voit que ce match n'a pas vraiment été mis en avant. Et puis sinon, mis à part le résultat foireux avec Santina Marella qui gagne, est-ce que le match était bon? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Pour moi, c'est un match que je ne peux pas noter. Je vous le dis clairement, ce match est totalement foireux, je trouve, pour moi, parce que c'est un Bronx pas possible. Il y a 2-3 petites choses qui se passent en même temps. Donc c'est fou parce que dans tout le match, je veux dire, il n'y a même que 2-3 petites choses qui se passent et ça arrive au même moment. Le reste est fade. Donc est-ce que je peux noter ce match d'une réelle note objective? Non. Pour moi, j'ai mis un notable parce que soit ça vaut du 10 sur 10 pour des divas, parce que ça me rappelle qu'il y avait des divas, une vraie division auparavant et que maintenant c'est la catastrophe. Mais en attendant, avec la qualité qu'avaient ces divas-là en 2009, ben c'était vraiment catastrophique. Donc pour moi, j'ai mis un notable, c'est pas possible. Le troisième match était un match handicap, donc Chris Jericho contre Jimmy Snuka, Ricky the Dragon Steamboat et Roddy Piper, oula j'ai eu un petit blanc, accompagné bien sûr de Ric Flair et puis de Mikey Rourke à l'extérieur du ring. Que dire de ce match? Alors j'avais des souvenirs totalement médiocres de ce match-là. Je me souviens que, parce que ce show je l'avais déjà vu une fois, je le précise, pour moi ce match était bâclé, il n'avait pas lieu d'être dans le plus grand show de l'année. Donc je suis parti pour voir ce match avec des a priori négatifs. Et je me suis totalement trompé. Pour moi, c'est un match très très plaisant à voir, un des meilleurs de la soirée. Certains vont même me dire, mais t'es malade, je veux dire, il y a eu beaucoup d'autres matchs qui en valaient la peine, Undertaker, Shawn Michaels, le main event qui était encore très bon, le Matt Hardy contre Jeff Hardy. Pourquoi dire celui-là avec 3 vétérans? Toi-même, tu dis que les vétérans n'ont pas leur place dans un pay-per-view, alors qu'ils ont déjà repris leur retraite, pardon. Effectivement, je dis ça souvent, et ça m'a donné encore plus d'a priori négatifs que de me souvenir de ce match-là. Et non, c'était bizarre, j'ai réellement apprécié ce match-là et je tiens vraiment à mettre le point dessus. J'ai apprécié ce match-là. Donc par rapport aux notes que j'ai mis, le match était un peu trop court et ça j'ai été déçu. J'ai mis Roddy Piper tape toujours fort, c'est un truc de malade effectivement. Ça faisait 2 ans qu'on l'avait plus vu, je crois, à la WWE, lorsqu'il était encore champion par équipe avec Ric Flair, lorsqu'ils avaient battu... ils avaient battu Spirit Squad avant de se faire battre par la ratée d'RKE. On pouvait quand même penser qu'il avait toujours des restes. Ensuite, Ricky Steamboat, ça fait plusieurs années qu'il avait plus lutté. Ce mec est encore un dieu, vous avez vu le match qu'il a fait en 1 contre 1, parce que je précise que ce match était en élimination, que Jimmy Snuka s'est fait éliminer en premier, suivi par Roddy Piper quelques minutes après. Et puis le match a quand même duré lorsque le match était en 1 contre 1 entre Chris Jericho et Ricky Steamboat. Et je m'attendais clairement à ce qu'il y ait un code breaker et que le match soit terminé, parce que je me souvenais plus du tout du déroulement du match. Et non, pas du tout. Ricky Steamboat a quand même bien assuré, je trouve. Et je pense pas que ce soit encore le cas à l'heure actuelle, parce que ça remonte quand même à bientôt 6 ans. Donc c'est dommage qu'il n'ait pas encore remis pour quelques matchs par la suite, parce que ce mec m'a épaté, c'est incroyable. Par contre Jimmy Snuka, effectivement, alors là c'est l'opposé de Ricky Steamboat, ça prouve que ce match-là, c'était le match en trop pour lui, il avait pris sa retraite depuis un moment quand même, ce match-là n'avait pas lieu d'être pour lui. On voyait qu'il était épuisé physiquement, il ne ressemblait plus à rien. Donc c'était dommage de le faire lutter là. Je pense qu'on aurait pu amener d'autres lutteurs à ce moment-là, des vétérans qui auraient bien fait l'affaire. Je pense à Bret Hart qui intervient, je crois, l'année suivante, en 2010, qui fait son retour. Certes, les relations n'étaient pas très bonnes encore en 2009, mais je pense qu'on aurait pu amener d'autres légendes que Jimmy Snuka pour un peu rehausser le physique au niveau des vétérans, au niveau des Hall of Famers. Sinon, selon mes notes, j'ai mis le public à fond derrière les légendes, normal, et puis belle fin de match, incroyable rythme, incroyable suspense, même si je savais le résultat, et chapeau bas à Steamboat parce que c'était incroyable, et je ne parle pas de l'après-match, et là vous allez me prendre pour un malade, parce que pour moi tout est rempli. Après, la note personnelle, je peux mettre 2 sur 3, je peux pas mettre 3 sur 3, vous imaginez, à 10 sur 10, ça le fait pas, donc la note c'est un 9 sur 10. Prochain match, Matt Hardy contre Jeff Hardy dans un Extreme Rules match qui débute directement dans le vif du sujet, c'est-à-dire dans la brutalité. Pourquoi un match aussi brutal? Parce que je vous le rappelle, la rivalité a commencé avec lors du Royal Rumble, lorsque Matt Hardy a trahi son frère Jeff en lui coûtant le match qu'il opposait à Edge et donc en lui coûtant le titre de la WWE. Alors ça ne débute pas vraiment, c'est pas juste ce point-là qui fait que la rivalité a été brutale, mis à part que c'est une guerre de frères. Non, c'est principalement à cause de la promo
de Matt Hardy quelques semaines après le Royal Rumble. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Jeff Hardy avait vécu des choses totalement dramatiques dans sa vraie vie. L'incendie de sa maison lui coûtant pratiquement toute sa vie, toute sa maison et surtout la vie de son chien qu'il aimait beaucoup. Il y avait eu, il s'était fait attaquer, bon ça c'était vraiment au niveau du catch, dans les coulisses je crois d'un show, d'une arène. Et puis aussi les effets pyrotechniques qui lui avaient explosé à la figure. Et la WWE s'est inspirée de tout ça pour accuser Matt Hardy de tous ces faits-là. Bon, bien sûr, il y a des faits qui sont made in WWE, mais il y a des faits qui sont totalement dramatiques, qui sont déroulés dans la vraie vie. Et je trouve que c'est une très très bonne chose. Ça a rendu vraiment la rivalité totalement intense et ça s'est ressenti durant tout le match. Après, il y a un point faible à ça. C'est que le match n'est pas très diversifié, c'est-à-dire qu'on n'a qu'un côté brutal et un petit côté high flying, donc bien sûr ça va pénaliser un peu la note du match. Ensuite, j'ai mis quel splash de Jeff Hardy au travers de Matt Hardy, au travers de 2 tables et une chaise. Je sais pas si vous vous souvenez du match, mais c'était juste incroyable. À noter que ça s'enchaîne aussi très très bien au niveau du rythme pour un Extreme Rules match, parce qu'on, pour une brutalité intense, il y a souvent un lutteur qui est par terre et en règle générale, le lutteur qui est debout s'essouffle, il le regarde. Là non, ça s'est enchaîné directement et c'était très très bon. Jeff a innové avec beaucoup de prises, Matt Hardy aussi, donc c'était un match sans pitié, un match incroyable où j'ai mis 9,5 sur 10. Pour moi c'est un des meilleurs, si c'est pas le meilleur de la soirée. Alors encore une fois ça va être très controversé ce que je vais dire. Et puis une chose qui m'a aussi surpris, c'est les coups de chaise sur la tête. Ça n'existe plus actuellement pour des raisons de sécurité, pour éviter les commotions cérébrales. Mais j'ai vraiment adoré revoir ça, donc c'est un bon petit côté. Donc voilà, 9,5 sur 10, c'est du lourd. Franchement, c'est du très très bon. 5e match, c'est Rey Mysterio contre JBL pour le titre intercontinental de ce dernier qui le mettait en jeu. J'ai rien à dire, le match a duré 35 secondes. Il est en faveur de Rey Mysterio qui avait un look tellement classe là, façon Joker. C'est bon, mais je peux pas noter, j'ai pas assez d'éléments pour pouvoir noter le match. Ensuite, 6e match, et quel match encore une fois, l'Undertaker contre Shawn Michaels. Voilà, pour moi, WrestleMania 25, c'est un très bon show. Vous le verrez à sa note finale. Mais le match contre Jeff et le Taker contre HBK sont les 2 matchs de la soirée pour moi. Ça va être controversé, chacun ses goûts, hein, mais je trouve qu'ils sont très très bons. Et ça s'est ressenti aussi sur la note des matchs pas propre à ce que j'ai donné. Donc il y a un petit peu de subjectif, un petit peu d'objectif quand même. Par rapport à mes notes, j'ai mis une bonne entrée pour Michaels, qui veut se différencier, qui veut être le miroir, vraiment le contraire du Taker, qui trouve obscur et noir, et lui il se trouve lumineux, vrai. Le jour, il symbolise vraiment la lumière pour lui, tandis que l'Undertaker symbolise les ténèbres. Donc il s'imagine la lumière qui va sauver le monde de l'Undertaker, si on veut bien. J'ai mis que le Taker manquait terriblement aujourd'hui. Quand je vois ce match qu'il a fait là à WrestleMania 25, c'était parfait. J'ai mis qu'il y avait une pluie de finishers et ça fait du bien de voir des matchs comme ça, à l'image du Batista contre Taker à Cyber Sunday 2007. J'ai mis un botch sur le DDT de HBK sur Taker qui ne sera pas pénalisé, mais c'est le seul botch qu'il y a dans le match. Il y a eu d'autres moments importants dans le match, des moments avec beaucoup d'impact, comme par exemple lorsque l'Undertaker veut sauter à l'extérieur du ring sur Shawn Michaels, mais Shawn Michaels met le caméraman à sa place. Et non seulement le caméraman prend très très cher, alors je crois que c'était un catcheur, si c'est pas Sim Snuka, c'est possible que ce soit lui, je sais même plus si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire, mais je crois que c'était un catcheur qui n'avait pas encore fait ses débuts à ce moment-là, qui était à la FCW, pardon. Et c'est surtout voir l'Undertaker bondir comme ça par terre, parce que à un moment donné sur le ralenti on voit clairement l'Undertaker qui tombe, on ne le voit plus et on voit ses pieds revenir. Donc pour moi il rebondit clairement et pour moi c'est l'image forte avec Shelton Benjamin dans le Money in the Bank du show. J'ai mis HBK qui résiste au tombstone aussi, est un moment fort du match, parce que je crois que c'est la première fois qu'on voit ça, en tout cas depuis WrestleMania 23, au moment où j'ai commencé à suivre les WrestleMania. Donc pour moi ça a eu beaucoup d'impact de revoir ça. Ensuite, tout est bien vendu, c'est-à-dire que le selling est parfait, mais j'ai déjà dit, c'est très très dur de faire en sorte que le selling et le rythme du match soient très bons en fait. Parce que quand il y a trop de selling, le rythme il est bas. Quand il y a beaucoup de rythme, le selling est bas, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un match rythmé et un bon selling avec un mec qui simule une blessure alors que la prise était forte. Et vice versa, donc c'est normal. Donc ce match était bien vendu, mais ça entache le rythme, donc j'ai enlevé un demi-point. Et puis sinon tout est parfait, le public est totalement dedans, le temps est bon, c'est un bon petit caviar qui mérite la note de 9,5 sur 10 également. C'est juste le rythme qui est parfois trop lent, donc j'ai pas pu mettre 10 sur 10. Le dernier match, et pour moi, des matchs que j'ai notés étaient le moins bon, c'est Edge contre John Cena contre le Big Show
pour le titre poids lourd détenu par Edge qu'il avait remporté lors de Elimination Chamber 2009. Donc c'était incroyable ce moment-là, ou c'était No Way Out encore, c'était pas Elimination Chamber je crois. Je vous laisse regarder No Way Out, je ferai un hardcore flashback aussi pour No Way Out, ne vous inquiétez pas, mais c'était un truc de malade qui s'était passé. Donc Edge était champion de la WWE au Royal Rumble et même à No Way Out, et se retrouve champion poids lourd pour WrestleMania. Je vous expliquerai ça si vous vous en souvenez plus pour un prochain hardcore flashback. Mais là, pour moi, Edge venait de remporter le titre il y a 1 mois et demi et je ne le voyais pas perdre. Cena a gagné, mais j'ai été content. Pour moi, la période 2009 de Cena est très très bonne, c'est-à-dire que même si je ne le supportais pas, la période 2009 de Cena était tout à fait crédible à mon sens. Le mec envoie des fions, il menace Vicky Guerrero de tout dire à Edge du triangle amoureux que forment les deux avec le Big Show. Donc vraiment, le personnage de Cena est très intéressant là. Il gagne avec un très très bon finish, c'est-à-dire qu'il a de l'impact et qu'il mérite le titre même s'il le perdra au prochain pay-per-view, je crois qu'il est Backlash. Donc pour moi, Cena a tout à fait son rôle là-dedans à jouer et c'est normal qu'il est ressorti en tant que champion poids lourd, et c'est moi qui dis ça. Après, il y a quelques problèmes d'incohérence, beaucoup de rythme, de cassure de rythme à cause du Big Show. Décidément, c'était pas le pay-per-view des poids lourds, vraiment, ça allait pas du tout. Big Show casse totalement le rythme du match, c'était vraiment dégueulasse. Il y a des problèmes de cohérence avec le spear que Edge porte sur Vicky Guerrero. Chavo Guerrero n'a pas vendu la prise qu'il avait subie, je crois que c'était un choc slam du Big Show, je crois, ou non, c'était un FU de Cena à l'extérieur du ring. Il est debout 1 minute après pour intercepter Vicky Guerrero qui tombe du ring. Il y a beaucoup d'incohérences dans ce match-là, donc pour moi, ça baisse considérablement la note. Et puis vraiment, il y a un problème aussi, le match triple menace n'est pas vraiment une bonne chose pour ce match-là, étant donné que le Big Show est très lent et que Edge et Cena sont obligés de ralentir le rythme parce que le Big Show a toujours un temps de retard, donc pour moi ça allait pas. Heureusement, le public était quand même dedans pour soutenir Cena, donc ça rehausse un petit peu la note, mais ça a le mérite d'avoir la note de 7 sur 10, donc c'est une bonne note, mais c'est la moins bonne que j'attribue lors de ce pay-per-view. Et le main event, Randy Orton contre Triple H. Triple H qui défendait donc son titre contre le vainqueur du Royal Rumble dans une rivalité hors norme. Orton qui s'est débarrassé de tous les McMahon, dont la femme de Triple H, Stephanie. Ça fait bizarre de les voir face après avoir vu l'Authority pendant bientôt 2 ans, pendant 1 an et demi. Mais Orton était vraiment un fou furieux à cette époque-là, donc ça me fait plaisir de le revoir comme ça. Concernant le match, selon mes notes, j'ai mis l'arbitre qui s'arrête de compter lorsque Triple H voulait revenir sur le ring pour un décompte extérieur. Le compte de 9 avait été fait depuis au moins 5 secondes avant qu'ils disent le 10, mais ça ne s'est pas fait le temps que Triple H revienne, donc problème de timing là. J'ai mis quelle brutalité, bon storytelling, c'est-à-dire que la rivalité, on le sent durant tout le match. C'était incroyable, la rivalité s'est quand même déroulée durant les 2 derniers mois. C'est-à-dire que Triple H voulait vraiment se venger de la part... la vengeance des McMahon en fait dans le personnage de Triple H. Ça s'est ressenti, le mec était totalement énervé, à l'image du premier coup qu'il lui donne dans le tout début du match. C'était dingue. Le rythme est bon, pas très soutenu, mais il est constant, donc c'est pas mal. Le public est dedans. Il y a cependant un problème, c'est le problème des domaines, c'est-à-dire la diversification du match, qui était totalement foireuse. Pour moi, il n'y a eu que la brutalité, le reste, il n'y avait rien, pas de prise au sol, pas de prise de soumission, pas un côté high flying, c'est vraiment tout dans le brutal, donc pour moi, j'ai un petit peu baissé la note du match. Il y a un bon finish, donc il y a quelques petits défauts, c'est dommage, qui font baisser la note du match. J'ai peut-être été un peu dur en fait, mais j'ai mis la note de 8 sur 10, qui est quand même très très bon, mais ça n'atteint pas le reste du match, le reste du show, pardon. Donc voilà, la note elle est de 8,5 sur 10, c'est quand même énorme, ça a le mérite d'avoir 4 étoiles. Pour moi, c'était un très très bon show, ça n'atteint pas quand même WrestleMania 30 qui avait eu la note de 9,1 sur 10. Mais pour moi, c'est du très lourd, vraiment, je vous le conseille. Et qu'est-ce que je peux dire de plus? J'ai pris un plaisir fou de revoir ce show-là. Donc n'hésitez pas, c'est WrestleMania 25, je vous le conseille à tous. Et nous, on se retrouve donc le mois prochain, au mois de mars, pour WrestleMania 26. Allez, bye bye à tous.